Bienvenue, je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes, en France et à l'étranger, aux parcours et horizons différents. Leur point commun, combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Cécile Barrois de Sarigny, magistrate et adjointe auprès du Défenseur des droits en charge des lanceurs d'alerte. Le Défenseur des droits joue un rôle essentiel pour la protection des lanceurs d'alerte et ce depuis 2016. En 2022, un pôle dédié aux lanceurs d'alerte a même été créé. Avec Cécile Barrois de Sarigny, on discute de ce qu'est un lanceur d'alerte au sens du droit français, ainsi que des étapes à suivre pour pouvoir lancer l'alerte et ainsi bénéficier des protections prévues par la loi. Le Défenseur des droits a pour mission d'orienter et d'accompagner les personnes qui le contactent et qui souhaitent lancer l'alerte, mais il certifie également les lanceurs d'alerte. C'est par exemple le cas d'Ouria Awimer que j'avais reçu au micro du podcast au mois d'avril et mai 2025 qui avait été certifiée lanceuse d'alerte en novembre 2024 par le Défenseur des droits. Cette certification est essentielle et Cécile Barrois de Sarigny nous explique pourquoi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Cécile Barrois de Sarigny. Bonne écoute! Bonjour Cécile Barrois de Sarigny, bienvenue, ravie de vous accueillir dans le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du Défenseur des droits et de son rôle auprès des lanceurs d'alerte. Donc, c'est une institution que vous avez rejointe en avril 2022 comme adjointe en charge des lanceurs d'alerte. Avant de découvrir votre travail, pouvez-vous nous parler de votre parcours et ce qui vous a amené à dédier depuis 3 ans votre travail aux lanceurs d'alerte? Bonjour, alors moi je suis magistrate administrative de formation et j'ai rejoint le Défenseur des droits donc en 2022, comme vous l'avez souligné, depuis le Conseil d'État où j'exerçais mes fonctions donc de juge administratif. Le Défenseur des droits, c'est une institution qui a pour mission de défendre les droits et libertés. Et il est vrai que ces questions, ces sujets de droits et libertés m'occupaient depuis déjà quelques années en tant que juge administratif, qui est donc saisi de sujets en lien avec la protection des droits et libertés, notamment par l'administration. Et puis, je m'étais également intéressée à ce sujet en exerçant une mission qui consistait à être le point de contact de la Cour européenne des droits de l'homme au sein du Conseil d'État. Donc, c'était moi qui suivais particulièrement au Conseil d'État la question de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je participais à des manifestations qui étaient organisées par le Conseil de l'Europe ou la Cour européenne des droits de l'homme en lien avec les droits de l'homme et les droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, et c'est aussi une des missions du Défenseur des droits que de s'intéresser aux questions de relations entre l'administration et les usagers, le public, cette question de relation entre le public et l'administration est une question qui m'avait intéressée, notamment au moment de la rédaction du Code des relations entre le public et l'administration, rédaction à laquelle j'ai participé au cours des années 2012 à 2015 avec un autre membre du Conseil d'État, Maud Vialette, et donc je me suis intéressée à ces sujets. Et lorsqu'en 2022, une loi organique a créé un nouveau poste d'adjoint auprès du Défenseur des droits sur la question des lanceurs d'alerte, j'avoue que je l'ai regardé de près et qu'il m'intéressait de rejoindre cette institution dont j'avais par ailleurs déjà entendu parler. Défenseur des droits est une institution qui est dans le paysage français, dans le paysage institutionnel depuis 2008 et plus précisément depuis 2011. Et donc moi, en tant que juge, j'avais déjà lu des observations du Défenseur des droits. Je connaissais cette institution et il m'intéressait de travailler en son sein. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre parcours et vous avez commencé un petit peu à nous présenter le Défenseur des droits. C'est une institution, donc vous le disiez, qui existe depuis 2008, mais qui n'est pas forcément très bien connue du grand public. Alors est-ce que vous pourriez nous reparler de son origine, de ses missions, et puis aussi nous dire en quoi est-ce une institution importante pour nous, citoyens et usagers? Alors, le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante. C'est-à-dire que c'est une administration, mais qui va avoir un rôle un petit peu particulier par rapport aux autres administrations. Elle va exercer ses missions de façon indépendante
au sein de l'administration, donc avec un rôle particulier. Alors ce n'est pas une association, très important de le souligner, c'est bien une administration de l'État, mais indépendante dans l'État. Cette institution, autre particularité, alors là qui n'existe que pour le défenseur des droits, c'est une institution dont l'existence est prévue par la Constitution française, donc avec un très haut niveau dans la hiérarchie des normes. Le défenseur des droits, vous l'avez indiqué, et je l'ai dit également, a été créé en 2008, mais il a pris la suite d'institutions qui préexistaient, de 4 institutions qui préexistaient, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations. Ces 4 institutions, ont été fusionnées dans le défenseur des droits qui donc a repris leur mission dans le domaine de la médiation des usagers et des services publics, dans le domaine de la protection des enfants, dans le domaine de la lutte contre les manquements déontologiques des forces de sécurité et la lutte contre les discriminations. Ces institutions donc sont devenues unique, le défenseur des droits, qui agit dans ces 4 domaines de compétences. Vous aurez remarqué que je n'ai pas encore parlé de lanceur d'alerte, parce que en 2008, lorsque le défenseur des droits a été créé, il n'a pas repris de compétences en matière de lanceur d'alerte puisqu'il n'existait aucune institution en France qui était chargée de l'accompagnement ou de la protection des lanceurs d'alerte. Cette mission est une mission qui a été ajoutée aux autres en 2016 uniquement. Donc c'est une mission qui est récente pour le défenseur des droits. Et donc aujourd'hui, le défenseur des droits, en plus des 4 missions que j'ai citées, exerce une 5e mission qui est la mission de protection et d'accompagnement des lanceurs d'alerte. Je terminerai juste en disant que le défenseur des droits exerce ses missions de 2 manières, les 5 missions que j'ai citées. Il reçoit des sollicitations, c'est-à-dire qu'il reçoit des demandes de particuliers qui estiment que leurs droits et libertés ont été méconnus dans un de ces 5 domaines, et donc le défenseur des droits intervient en médiation, intervient devant les juridictions, on y reviendra peut-être sur les lanceurs d'alerte, pour répondre à ces demandes de particuliers. Par ailleurs, le défenseur des droits a une mission qui est transversale à ces 5 domaines de compétences, une mission de promotion des droits. Donc dans tous ces domaines, nous faisons en sorte que les droits soient mieux connus, qu'ils soient mieux respectés. Donc à la fois nous essayons de faire connaître les droits, et puis lorsque le défenseur des droits estime que des avancées sont nécessaires, lorsqu'il fait le constat de lacunes, il va produire des rapports particuliers pour, sur tel ou tel sujet, indiquer ce qui ne va pas et ce qui pourrait être amélioré. Donc c'est vraiment une institution importante et qui est vraiment là dans notre vie quotidienne et peut nous permettre de défendre nos droits et d'améliorer aussi nos droits et libertés. Donc c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, et j'invite tout le monde à aller sur le site internet du défenseur des droits pour voir toutes ces différentes missions et voir aussi comment, si la personne est concernée, comment saisir le défenseur des droits. On l'a parlé, notre sujet, ce sont les lanceurs d'alerte. Vous le disiez, le défenseur des droits a eu une mission relative aux lanceurs d'alerte à partir de 2016. Si je ne me trompe pas, le pôle dédié aux lanceurs d'alerte, par contre, lui, date de 2022. Pourriez-vous nous dire quel est le rôle de ce pôle ? Et en gros, si je disais 24 heures dans la vie du pôle des lanceurs d'alerte, à quoi cela ressemble-t-il ? Alors effectivement, le défenseur des droits a une compétence depuis 2016, mais on y reviendra peut-être. Nous sommes beaucoup plus sollicités aujourd'hui que nous l'étions en 2016, et même j'allais dire que nous l'étions avant 2022. Donc le changement de la législation, le renforcement aussi des compétences du défenseur des droits ont conduit de plus en plus de lanceurs d'alerte à faire appel à nous, et les demandes sont traitées aujourd'hui par un pôle dédié, donc qui est piloté par une magistrate également, une magistrate administrative qui est accompagnée de juristes. Alors, première mission de ce pôle, j'allais dire, c'est de relever le courrier des lanceurs d'alerte, puisque nous recevons beaucoup de sollicitations. En 2024, nous avons reçu 519 sollicitations de lanceurs d'alerte. Pour vous donner un ordre de comparaison, en 2016, nous avions eu 60 demandes. En 2022, les choses commençaient à changer, nous en avions eu 134. Vous voyez un peu l'évolution. Multiplié par 5. Exactement. 134 à plus de 500 en 2024. C'est impressionnant. Exactement. 2022-2023, on a plus 128% de demandes. 2023-2024, encore plus 70% de demandes. Donc toutes ces demandes, elles arrivent au sein du pôle. Elles arrivent
par courrier, elles arrivent par formulaire électronique. Un formulaire sécurisé permet de saisir le défenseur des droits. Elles arrivent aussi, pour certaines, par messagerie. Il est possible de solliciter le défenseur des droits lorsqu'on souhaite lancer une alerte dans les domaines de compétences de l'institution. Il est possible de laisser un message téléphonique. Donc, l'une des premières missions des agents du pôle, ça va être de relever un peu, de voir ce qui arrive. C'est important de le faire très régulièrement parce que qui dit alerte dit parfois urgence à intervenir. Si nous avons une alerte, par exemple, dans le domaine des atteintes aux droits des enfants, eh bien, il va falloir très vite que nous traitions cette alerte. Si nous avons une sollicitation qui vient d'une personne qui s'estime victime de représailles et qui fait l'objet d'une procédure de licenciement ou qui a saisi le conseil de prud'homme, eh bien, en référé, par exemple, donc dans le cas d'une procédure d'urgence, il va falloir également qu'on agisse vite. Donc, première mission, relever les messages, les demandes. Autre mission du pôle, j'essaye de vous décrire une journée type, mais il n'y en a pas évidemment, mais ça va être de contacter les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui nous sollicitent vont recevoir un message électronique, un mail, un coup de téléphone, selon le moyen qui a été donné pour les contacter, pour cerner leurs demandes. Le défenseur des droits a une palette d'intervention relativement large, et donc nous allons interroger le lanceur d'alerte sur ce qu'il souhaite, et puis lui expliquer quelles sont nos capacités d'intervention. Autre activité pour le pôle, eh bien ça va être de rédiger des observations en justice, au soutien d'un lanceur d'alerte, rédiger une recommandation à l'attention d'un employeur, donc de rédiger des décisions, nous appelons ça des décisions. Je dis nous appelons ça des décisions parce qu'il faut avoir à l'esprit que ce sont des avis. Le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante et l'un des modes d'intervention des autorités administratives indépendantes, c'est d'avoir une influence sur les situations en rendant des avis. Et donc c'est ce que nous faisons pour les lanceurs d'alerte. Et puis par ailleurs, les agents du défenseur des droits sont en prise avec tout l'environnement des lanceurs d'alerte. Nous essayons d'avoir des contacts avec les employeurs. Par exemple, nous pouvons avoir des réunions avec le MEDEF, faire des interventions au sein du MEDEF, avec des avocats également. Nous pouvons également avoir des réunions avec des associations qui vont travailler avec les lanceurs d'alerte. Je pense notamment à Transparency International ou la Maison des lanceurs d'alerte qui sont nos interlocuteurs. Donc nous essayons également de les rencontrer régulièrement pour faire le point avec eux sur la situation de la législation ou les situations particulières, enfin la situation des lanceurs d'alerte en France. Et puis, nous avons un type d'interlocuteur particulier que nous rencontrons, qui sont les autorités qui ont été désignées par la législation française pour recevoir et traiter les alertes externes, les autorités externes chargées du recueil des signalements, qui sont une quarantaine d'autorités avec lesquelles nous avons des liens réguliers. Donc, dans une journée, il n'est pas rare que les services appellent l'Agence française anticorruption, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, le Conseil national de l'ordre des médecins, pour savoir comment orienter une alerte, pour répondre à une question juridique, à une question particulière. Merci beaucoup. On voit toute la richesse des missions du pôle dédié aux lanceurs d'alerte. Et avant de creuser un petit peu plus et de voir l'accompagnement, un peu plus en détail, l'accompagnement fait, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est un lanceur d'alerte en droit français? Puisqu'on utilise cette notion régulièrement, on l'entend dans les médias. Voilà, le mot lancer l'alerte, lanceur d'alerte est souvent utilisé et peut-être parfois ça ne correspond pas nécessairement à ce que le droit français prévoit. Donc pourriez-vous nous rappeler ce qu'est un lanceur d'alerte en droit français? Comme vous le relevez très justement, aujourd'hui, il existe, donc depuis 2016, depuis une loi du 9 décembre 2016, il existe un cadre légal. Donc, nous avons une définition juridique du lanceur d'alerte et ce n'est qu'à la condition de remplir cette définition qu'une personne peut effectivement se dire lanceur d'alerte et bénéficier des protections qui sont liées à la qualité de lanceur d'alerte. La loi, elle définit le lanceur d'alerte comme une personne physique, donc pas une personne morale, donc pas une entreprise, pas une association, donc un individu, une personne physique qui signale ou divulgue des informations qui portent sur un ensemble très varié de situations, des situations répréhensibles, soit un crime, un délit, mais aussi de manière beaucoup plus ordinaire, un manquement à la loi, au règlement. Et on va même jusqu'à prévoir qu'est lanceur d'alerte une personne qui signale un préjudice
pour l'intérêt général. Donc c'est extrêmement large. Ce signalement doit être effectué par le lanceur d'alerte sans contrepartie financière directe, dit la loi. Donc le lanceur d'alerte en droit français n'est pas rémunéré en contrepartie de sa démarche. Et le lanceur d'alerte doit agir de bonne foi. Ça, c'est la première partie de la définition légale. La deuxième partie, qui est importante aussi, qui conditionne aussi le fait de pouvoir être qualifié de lanceur d'alerte, c'est que le lanceur d'alerte doit lancer l'alerte, doit procéder à son signalement d'une certaine manière. Il existe 3 possibilités d'action pour le lanceur d'alerte, soit lorsque le lanceur d'alerte est dans une situation professionnelle, c'est-à-dire qu'il a connaissance des faits dans un cadre professionnel, eh bien, il peut faire ce qu'on appelle une alerte interne, c'est-à-dire s'adresser à son supérieur hiérarchique, à son référent alerte, ou alors, si elle existe, il doit emprunter une procédure, la procédure d'alerte interne qui a été mise en place au sein de son entreprise ou de son administration. C'est une possibilité pour lui. Première possibilité. Deuxième possibilité, qui est ouverte aux personnes qui sont en situation professionnelle, mais également à toutes les autres personnes, c'est la possibilité de saisir une autorité qui a été spécifiquement désignée pour recueillir et traiter les alertes. On nomme cette deuxième possibilité la procédure d'alerte externe. Externe parce qu'on est à l'extérieur de l'entreprise ou de l'administration au sein de laquelle on a découvert les faits. Donc, alerte externe, eh bien, auprès d'une quarantaine d'autorités dont la liste est prévue par les textes. Vous avez par exemple, pour tous les sujets corruption, l'Agence française anticorruption, les sujets informatique et liberté, la Commission nationale informatique et liberté. Pour les sujets défense des droits des enfants, eh bien, défenseur des droits. Nous sommes l'une des autorités dans nos domaines de compétences qui peut traiter les alertes. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, eh bien, c'est la possibilité de divulguer publiquement l'alerte. C'est-à-dire que, au lieu de saisir une autorité, le lanceur d'alerte fait le choix, eh bien, de saisir les médias pour alerter. J'insiste sur le fait que cette troisième possibilité est conditionnée. C'est-à-dire qu'en principe, on ne peut pas saisir les médias. On ne peut pas divulguer publiquement l'alerte. Et on ne peut le faire que dans des situations particulières qui sont prévues par la loi, notamment si l'alerte externe qui a été adressée à une autorité n'a pas du tout été traitée, ou alors dans des situations particulières de danger grave et imminent. Voici le cadre qui permet d'être reconnu lanceur d'alerte. À la fois alerter sur les faits tels que je les ai décrits, crimes, délits, sans contrepartie financière directe, et le faire en utilisant l'une des 3 voies de signalement prévues par les textes. C'est très clair, je pense que ça va vraiment aider les personnes qui souhaiteraient lancer l'alerte, déjà de savoir ce qu'est un lanceur d'alerte et dans quel cadre ils peuvent le faire. Alors je voudrais revenir sur les différentes missions. Voilà, imaginons, je suis un lanceur d'alerte, une lanceuse d'alerte, et je contacte le défenseur des droits. La première mission, ou l'une des missions, c'est l'orientation des lanceurs d'alerte. Alors comment ça va-t-il se passer si je vous contacte avec mon alerte? Alors, je souhaite peut-être compléter mon propos précédent sur le cadre légal du lanceur d'alerte pour dire que ce cadre légal, en réalité, il correspond à un ensemble extrêmement varié de situations. Derrière la catégorie, la notion de lanceur d'alerte, on retrouve qui? Un agent de crèche, une infirmière, un professeur, un directeur des achats, un responsable des ressources humaines, un ensemble de personnes qui, à un moment, eh bien, va se trouver confronté à une situation qu'il pense répréhensible, contraire à l'intérêt général, qui ne le satisfait pas, et estimant qu'il ne peut pas rester inactif, eh bien, va s'engager dans une démarche de signalement. C'est-à-dire que, voilà, on a un cadre légal qui, effectivement, comporte des conditions, mais qui n'est pas si rigide et qui peut finalement embrasser, qui peut concerner un ensemble très large de situations. Alors, si vous êtes ce lanceur d'alerte, cet agent de crèche, cette infirmière, et que vous vous interrogez, la première démarche, effectivement, peut être de saisir le défenseur des droits afin d'être orienté. Notre mission, elle est, de ce point de vue, d'aider, d'aiguiller le lanceur d'alerte pour lui dire vers quelle autorité se tourner. Alors, la première chose que nous avons fait pour remplir cette mission d'orientation, c'est que nous avons édité un guide, le guide du lanceur d'alerte, qui rappelle la liste des 41 autorités qui ont été désignées par le droit français pour recevoir et traiter les alertes dans différents champs de compétences. Donc, si le lanceur d'alerte
s'y retrouve dans cette liste, il n'est pas nécessaire de passer par le défenseur des droits. Cependant, il arrive régulièrement que des lanceurs d'alerte, hésitent sur l'identité de l'autorité qu'il serait pertinent de saisir. Dans ces cas-là, il est très utile de saisir le défenseur des droits. Nous allons regarder avec le lanceur d'alerte quels sont les faits qu'il entend dénoncer, et puis nous allons l'aider à trouver l'autorité qui sera la mieux à même de répondre à sa demande. Je précise que le défenseur des droits a la possibilité d'aller chercher une autorité au-delà de la liste, parce que même si le gouvernement français a désigné 41 autorités, en réalité, il est des autorités qui sont manquantes. Typiquement, les agences régionales de santé ne figurent pas parmi les autorités qui ont été désignées pour recevoir et traiter les alertes. Or, il se trouve que dans le domaine de la santé, ce sont des autorités qui sont très importantes et qui peuvent effectuer des contrôles et remédier à des situations. Donc parfois, ce sont les autorités qui sont les mieux à même de traiter la situation. Et bien dans ces cas-là, en passant par le défenseur des droits, le lanceur d'alerte va être orienté vers l'autorité régionale de santé qui sera compétente. Donc très concrètement, nous recevons les éléments de l'alerte de la part du lanceur d'alerte et, parce que nous ne sommes pas spécialistes de toutes les situations, nous l'interrogeons sur ses intentions, sur ce qu'il souhaite signaler, divulguer, et nous lui indiquons en réponse quelle est la bonne autorité à saisir. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, notre réponse s'effectue après que nous avons discuté avec l'autorité que nous pensons compétente ou avec plusieurs autorités. Il existe des sujets qui sont un peu à la frontière de sujets de concurrence, de répression, de fraude, d'anticorruption. Dans ces cas-là, nous allons faire une réunion, organiser une réunion avec l'AFA, la DGCCRF, et puis parfois même l'autorité des marchés financiers, pour voir avec elle quelle serait l'autorité pertinente. Très bien. Et puis avec cette mission d'orientation, il y a aussi cette mission de certification. Et dans le podcast, j'ai reçu Ouria Awimer, qui a été certifiée lanceuse d'alerte par le défenseur des droits en novembre 2024. Qu'est-ce que cette certification et en quoi est-elle importante pour le lanceur d'alerte ? La certification est une mission nouvelle pour le défenseur des droits. La possibilité donc de délivrer une certification a été donnée à l'institution avec une loi organique du 21 mars 2022. Cette loi est une des 2 lois Wasserman qui a amélioré la condition et la protection des lanceurs d'alerte donc en 2022, à la fois sur le fond, il y a plus de protection, mais aussi en renforçant les pouvoirs du défenseur des droits. La certification, c'est un avis du défenseur des droits sur la qualité de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que l'institution va prendre position sur le point de savoir si une personne est bien lanceur d'alerte au sens de la loi. C'est-à-dire si elle remplit les 2 conditions que je vous ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire si elle a bien sur le fond signalé des faits qui relèvent de l'alerte et si elle l'a bien fait dans les conditions prévues par la loi, en saisissant une autorité externe, en divulguant publiquement des faits alors qu'elle était dans un cas où elle pouvait le faire, et la certification va prendre position sur ce point. Et lorsque nous concluons dans notre avis que la personne relève bien de la catégorie des lanceurs d'alerte, eh bien, nous rappelons qu'il s'en déduit que cette personne bénéficie potentiellement de toutes les protections qui sont prévues par la loi en faveur des lanceurs d'alerte. Ce document, il est important parce qu'il permet à un lanceur d'alerte, qu'il ait été victime ou non de représailles, parce que la certification, elle ne prend position que sur la qualité de lanceur d'alerte. Elle ne se positionne pas sur les représailles. Elle ne prend pas non plus position sur le bien fondé de l'alerte. Elle ne dit pas si les faits qui sont objet de l'alerte sont vrais ou faux. Elle dit seulement si la personne qui les a signalés est bien un lanceur d'alerte au sens de la loi. Cette certification, elle est importante parce qu'elle permet de conforter une personne dans sa démarche d'alerte. De dire à une personne, oui, vous êtes bien lanceur d'alerte. Donc le moment venu, n'hésitez pas à mobiliser les protections qui sont les vôtres. N'hésitez pas, devant votre employeur, devant le juge, si vous devez le saisir un jour, à vous prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte. Et le moment venu, le lanceur d'alerte qui bénéficie d'une certification peut produire notre certification. Il peut le produire devant son employeur, mais il peut également, s'il saisit
une juridiction en urgence, par exemple, comme ça arrive assez régulièrement, notamment devant le Conseil de prud'homme, avec ce qu'on appelle un référé prud'homal, eh bien, le lanceur d'alerte qui a déjà reçu une certification du défenseur des droits peut très rapidement produire cette certification pour dire, regardez, d'après le défenseur des droits, qui a produit une analyse juridique, la certification c'est un document d'une dizaine de pages, c'est vraiment une analyse juridique, le défenseur des droits considère, cette autorité administrative indépendante, considère que moi je suis lanceur d'alerte. Donc si vous voulez, c'est un appui qui est important pour le lanceur d'alerte. Vous parliez des protections qui accompagnent le statut de lanceur d'alerte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces protections et surtout, vous nous parliez des représailles aussi, comment le défenseur des droits peut aider un lanceur d'alerte qui fait face à des représailles? D'abord, effectivement, les protections. Les protections, elles sont aujourd'hui prévues par la loi et elles sont assez précisément rappelées aujourd'hui. La première des protections, la première des garanties qui est posée par la loi, c'est que, en principe, la loi l'écrit, c'est écrit noir sur blanc, un lanceur d'alerte ne peut pas être victime de mesures défavorables, de représailles qui seraient en lien avec son alerte. Très concrètement, cela signifie que toute mesure de type sanction, tout licenciement, tout avertissement, toute rupture dans l'évolution de carrière qui serait en lien avec une alerte est nulle, est illégale. Donc le lanceur d'alerte peut obtenir la déclaration de nullité, l'annulation devant la juridiction, devant le tribunal administratif s'il est agent public ou devant le conseil de prud'homme et le juge judiciaire plus généralement s'il est salarié de droit privé. Le lanceur d'alerte, pour obtenir l'annulation d'une éventuelle mesure de représailles, bénéficie de ce qu'on appelle un aménagement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, lui, a simplement à prouver qu'il est lanceur d'alerte. C'est là qu'on voit l'importance aussi de la certification. Donc qu'il a bien lancé une alerte dans les conditions prévues par la loi. Une fois qu'il a prouvé ça, lorsque un lanceur d'alerte conteste une mesure défavorable devant le juge, une fois qu'il a prouvé qu'il était lanceur d'alerte, eh bien c'est à l'employeur, employeur public, employeur privé, ou de manière plus générale à l'auteur de la mesure qui est contestée, de la mesure défavorable, de prouver que cette mesure est sans lien avec l'alerte, et donc qu'elle repose sur d'autres considérations, et ce qu'on appelle des considérations objectives sans lien avec le signalement. Et donc, on voit que c'est un mécanisme favorable, puisqu'il fait peser la charge de la preuve de l'existence d'une représaille, non pas sur le lanceur d'alerte, mais finalement sur l'employeur, sur l'auteur de la mesure défavorable. Vous avez également un ensemble de dispositions qui protègent les lanceurs d'alerte, notamment en prévoyant une irresponsabilité pénale ou irresponsabilité civile. Irresponsabilité pénale, le lanceur d'alerte ne peut pas être condamné, poursuivi pour avoir porté atteinte à des secrets protégés lorsque cette atteinte, notamment, je parle de secret professionnel, notamment lorsque cette atteinte était nécessaire pour alerter. On a la possibilité d'alerter. Aujourd'hui, le lanceur d'alerte est également protégé en cas de vol ou de recel de documents qui permettent de prouver les atteintes qu'il dénonce. De même, il existe un mécanisme d'irresponsabilité civile qui fait qu'on ne peut pas demander de dommages et intérêts à un lanceur d'alerte pour avoir, par exemple, porté une atteinte à la réputation d'une entreprise ou d'un employeur dès lors que cette atteinte était nécessaire pour alerter, dès lors que c'est l'objet même de l'alerte. Alors, j'insiste quand même pour dire que le lanceur d'alerte doit agir avec une certaine confidentialité. C'est-à-dire que, hormis les cas où il pouvait divulguer publiquement son alerte, sa démarche d'alerte est une démarche qui est confidentielle. Il ne doit s'adresser qu'à l'autorité compétente pour l'alerte interne, donc son employeur, ou l'autorité compétente pour l'alerte externe au moment où il divulgue les faits. Il n'a pas à les répandre sur la place publique. Donc lui-même doit agir avec une certaine confidentialité. Alors, lorsque je parle de possibilité pour le lanceur d'alerte de porter atteinte au secret, il faut faire attention. Si le lanceur d'alerte peut porter atteinte à certains secrets protégés par la loi, il est des secrets qui sont absolument protégés et qui donc ne peuvent même pas faire l'objet d'une alerte. Dans la définition de l'alerte, telle qu'elle est prévue par la loi, tous les faits, informations et documents dont la divulgation conduirait à porter atteinte au secret de la défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires,
secret de l'enquête, de l'instruction judiciaire ou secret professionnel de l'avocat, donc quand même un ensemble qui n'est pas négligeable. Tous ces secrets-là sont exclus totalement de l'alerte. Donc même si un lanceur d'alerte lançait une alerte sur ces secrets-là, eh bien, non seulement il ne pourrait pas être reconnu lanceur d'alerte puisqu'ils sont exclus du droit de l'alerte, et puis il pourrait, dans ces cas-là, voir sa responsabilité pénale engagée. Donc attention quand même, s'agissant d'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte. C'est une précision importante, je pense notamment au cas de la journaliste Ariane Lavrieux du média Disclose, qui, à la suite de son article sur les armes françaises, a été poursuivie pour violation du secret de la défense nationale et se posait la question en fait de sa source et du statut. Et donc, il y avait un débat sur le fait que sa source ne pourrait pas se prévaloir justement de la qualification de lanceur d'alerte. Donc, c'est vraiment important de rappeler qu'il y a des secrets qui ne peuvent pas être divulgués, quand bien même il y aurait des faits extrêmement graves. Je me permets sur cette question du secret de la défense nationale de signaler que parmi les recommandations du défenseur des droits figure celle d'organiser, d'ouvrir une voie de signalement dans ce secteur. Nous pensons que le droit tel qu'il existe aujourd'hui est insatisfaisant, à la fois du point de vue du lanceur d'alerte, mais aussi du point de vue de la défense nationale, parce qu'il y a des enjeux qui sont tels dans ces domaines de défense nationale, je pense notamment aux enjeux économiques avec des risques de corruption qui ne sont pas négligeables, qu'il serait tout à fait intéressant et pertinent d'organiser une voie de signalement. Alors ça peut être une voie de signalement ad hoc qui serait spécifique avec une autorité qui serait spécifiquement dédiée à ces sujets, comme d'ailleurs existe la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui reçoit les alertes dans le domaine du renseignement. On pourrait tout à fait prévoir un dispositif ad hoc et spécifique à la défense nationale. Ça fait partie des recommandations que porte le défenseur des droits. Puis on reviendra un peu plus tard sur, j'imagine, vous avez d'autres recommandations pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte, mais avant d'aller sur ce terrain-là, j'aimerais continuer un peu sur le parcours en fait des lanceurs d'alerte, et on voit les différents témoignages de lanceurs d'alerte. C'est un parcours qui relève presque du parcours du combattant avec des représailles. Et on se dit que lancer l'alerte, il faut avoir quand même un courage. Et je voulais voir par rapport aux accompagnements que vous avez pu faire au niveau du défenseur des droits, si vous aviez aussi des histoires peut-être encourageantes, ou je ne sais pas comment formuler, mais où on se dit qu'on peut le faire et que ça va pas forcément ruiner notre carrière, notre vie personnelle, être un chemin de croix, et que voilà, c'est possible de lancer l'alerte dans des conditions les meilleures possibles. Je ne sais pas si ma question est très claire, je ne sais pas trop bien la formuler, parce que je sais que c'est difficile de lancer l'alerte et que malgré les mesures qui sont mises en place pour lutter contre les représailles, mais malheureusement, ces représailles existent toujours. Voilà, donc je voulais avoir un peu votre retour et voilà, votre perspective avec tous les lanceurs d'alerte que vous avez accompagnés. Si vous aviez des, comme on dit, des success stories, ou voilà, une autre manière de voir le parcours d'un lanceur d'alerte. Tout d'abord, je vous rejoins tout à fait pour souligner le courage du lanceur d'alerte. Moi, tous les exemples que j'ai vus et les dossiers que j'ai suivis particulièrement, on voit vraiment que ce sont des personnes qui font rarement ça à la légère d'abord, qui vont vraiment s'interroger au moment de lancer l'alerte, et ensuite qui ne vont jamais renoncer. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, à partir du moment où j'entre dans une démarche de signalement, eh bien, je vais jusqu'au bout. Et ils le font au bénéfice de l'ensemble de la société. Enfin, quand on voit les alertes dans le domaine environnemental, dans le domaine de la santé, voilà, on comprend que ce qui est dénoncé, dans le domaine de la santé, également dans le domaine de la pollution, on comprend tout à fait ce que tous les citoyens peuvent en retirer. Alors, je dirais ensuite que, par définition, le défenseur des droits voit plutôt des situations difficiles, parce que des personnes vont avoir besoin d'être protégées, qu'elles vont venir nous solliciter. Alors, ceci étant précisé, je dirais aussi qu'avec la certification, on voit des choses un peu différentes, puisque les lanceurs d'alerte peuvent aujourd'hui nous saisir en dehors d'un contexte de représailles, immédiatement après l'alerte, pour bénéficier d'une certification. Et j'ai notamment en tête le cas de 2 infirmières qui avaient été témoins de situations de maltraitance dans un établissement de santé, qui nous ont saisis après avoir lancé l'alerte auprès d'une agence régionale de santé, et qui nous ont dit, bon écoutez, nous, pour l'instant, tout va bien, mais notre situation, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, elle pourrait se tendre, est-ce que vous voulez bien nous confirmer que la loi nous protège et donc que nous sommes bien lanceurs d'alerte au sens de la loi? Nous les avons certifiés
Et à ma connaissance, ces infirmières ne sont pas revenues vers nous. Donc si vous voulez, ça, c'est une situation qui, j'espère, tendra à se banaliser pour l'avenir, se répétera, c'est-à-dire des personnes qui lancent l'alerte. Alors, dans mon souvenir, elles l'avaient fait de manière anonyme, c'est-à-dire qu'elles avaient saisi l'autorité, elles n'avaient pas averti leur employeur, mais elles ont continué leur vie. Et évidemment, l'établissement en question avait été audité, etc., avait fait l'objet d'une enquête, et donc j'imagine que les choses se sont améliorées. En tout cas, l'alerte a été traitée. Donc ça, c'est une histoire qui est plutôt positive. Par ailleurs, nous avons effectivement aujourd'hui des victoires qui sont celles des personnes qui sont victimes de ce qu'on considère être des représailles, mais qui sont rétablies dans leurs droits. Et ça, on le voit, nous. L'accompagnement du défenseur des droits face à des représailles, il consiste alors soit à s'adresser à l'employeur pour demander à l'employeur de rétablir une personne dans ses droits lorsqu'aucun juge n'a encore été saisi. Donc, il nous est arrivé par exemple de demander à un employeur de supprimer une mention dans un dossier administratif, un employeur public, parce qu'on considérait que cette mention était une mention qui était en lien avec une alerte qui avait été précédemment signalée. Eh bien, l'employeur a compris. Il n'avait pas une intention négative, mais il a compris que la mention qui était portée, on pouvait considérer qu'il y avait un lien avec l'alerte, et cette mention a été supprimée. Nous avons également la possibilité de produire des observations devant les juridictions qui sont saisies par les lanceurs d'alerte. Juridiction prud'homale, par exemple, tribunal administratif. Et là, nous avons obtenu des victoires dans les dernières années, celles au cours desquelles j'ai suivi les dossiers. Nous avons par exemple obtenu l'annulation d'un avertissement qui avait été infligé à un policier qui avait dénoncé des actes de violence qui avaient été commis par des collègues sur des usagers. Et ce policier avait été victime d'un avertissement dont il pensait qu'il était en lien avec son signalement. Il est allé devant le tribunal administratif, le défenseur des droits était à ses côtés, il a perdu devant le tribunal administratif, il est allé en appel devant la cour administrative d'appel, le défenseur des droits était à ses côtés, et c'est devant la cour administrative d'appel que l'agent public a obtenu gain de cause. Très récemment, nous avons également, devant le tribunal administratif, assisté un lanceur d'alerte qui a obtenu l'annulation d'une décision lui retirant certaines fonctions. Il s'agissait d'un médecin lanceur d'alerte et qui était en lien avec un signalement. Enfin, le juge a considéré, comme nous, que cette décision était en lien avec un signalement. Le signalement ayant consisté à saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les conditions d'enfermement de certains patients pendant le Covid. Et cette saisine avait entraîné une intervention, une décision du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui avait conduit à une amélioration de la situation des patients. Le médecin avait été, lui, victime d'une mesure défavorable en lien avec ce signalement. Il a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif. Dernier exemple qui est récent, un lanceur d'alerte a obtenu très récemment l'annulation de son licenciement dans le cadre de dénonciation d'infractions pénales dans un contexte de santé. Alors je n'en dis pas plus parce que cette affaire n'est pas complètement terminée devant la justice, mais en tout cas devant le conseil de prud'homme, en première instance, le lanceur d'alerte a obtenu non seulement l'annulation du licenciement, mais également l'octroi d'une indemnité très conséquente, 1 million d'euros, alors qui était en lien avec la perte de salaire qui était la sienne, mais avec donc une indemnité très importante qui réparait le préjudice lié à son licenciement jugé nul par le conseil de prud'homme. Merci pour tous ces exemples, parce que ça montre que même s'il y a des représailles, en fait, le lanceur d'alerte peut obtenir gain de cause devant les tribunaux, et ça pourrait encourager des personnes, en fait, peut-être à se lancer, mais aussi leur donner, celles qui sont déjà dans les procédures actuelles, de se dire, ben, d'autres personnes ont pu obtenir gain de cause. Moi, dans mes représailles, je ne dois pas perdre espoir et continuer à me battre. Donc, merci beaucoup pour tous ces exemples. Ce que j'entends aussi dans ces exemples, c'est des profils très différents. Alors moi, j'ai un point de vue biaisé, puisque je travaille sur les sujets de corruption et un petit peu d'évasion fiscale. Donc, c'est vrai que moi, mon biais, ma porte d'entrée, c'est ces sujets-là, mais j'entends que c'est vraiment des domaines très variés, la santé, l'environnement, que le profil des personnes, les métiers aussi sont très différents. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'éléments, voilà, sur le profil et les domaines que vous voyez le plus en matière d'alerte au niveau du défenseur des droits ? Je crois qu'il est très important, effectivement, de souligner que les profils peuvent être extrêmement variés. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. On peut avoir un professeur d'université, un agent de crèche, un directeur des ressources humaines, etc. Donc vraiment extrêmement varié. Le défenseur des droits traite des signalements, c'est-à-dire reçoit des alertes pour essayer de remédier aux faits qui sont dénoncés dans ces 4 champs de compétences.
qui sont enfants, je l'ai dit, discrimination, relations avec les services publics et déontologie des forces de sécurité. Donc nous voyons des alertes dans ces domaines de compétences. Je dirais que dans ces 4 domaines de compétences, nous en voyons particulièrement dans le domaine de l'enfance et de l'accompagnement de l'enfance en difficulté, nous avons des alertes. Dans ce sujet-là, en matière de déontologie également. Par ailleurs, le défenseur des droits, donc je vous l'ai indiqué, protège et accompagne tous les lanceurs d'alerte. Donc ça veut dire que nous voyons un éventail extrêmement varié de situations. Et je n'ai pas vraiment de situation type à vous décrire. Peut-être vous dire que nous avons des sujets environnementaux qui ne sont pas anecdotiques, donc des alertes environnementales, des lanceurs d'alerte dans le domaine environnemental qui reviennent à nous. Mais alors quand je dis dans le domaine environnemental, on peut avoir la situation de l'agriculteur qui va saisir l'Office français de la biodiversité et qui ensuite va être victime de représailles, comme la situation de l'agent d'une entreprise d'assainissement qui va dénoncer la méconnaissance des règles de contrôle de la qualité, par exemple, des eaux qui sont traitées et qui sont rejetées. Donc des situations qui sont là aussi extrêmement variées. Nous avons également été saisis par, donc je vous le disais, des directeurs des ressources humaines pour des faits de discrimination. Enfin, une personne qui avait été témoin à la fois de propos discriminatoires et de harcèlement moral par les équipes dirigeantes et de façon assez systématique. Nous avons également, alors ça c'est un sujet quand même qui revient assez régulièrement, la question de la méconnaissance des règles de marché public. Et donc là, ça va plutôt être un directeur achat ou bien un comptable qui va pouvoir nous saisir. Nous avons des sujets corruption qui nous conduisent généralement à orienter soit vers l'Agence française anticorruption, soit vers le parquet national financier ou parquet général. Donc voilà, un champ très très large. Et ça, c'est important aussi de se le dire parce que il est important que chaque personne qui se retrouve face à une situation devant laquelle elle est mal à l'aise parce qu'elle se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, soit une illégalité flagrante, soit une illégalité très probable, et bien que cette personne puisse se dire « mais oui, lanceur d'alerte, c'est pour moi aussi ». C'est-à-dire, c'est pas simplement les situations exceptionnelles comme on connaît d'ailleurs les situations qui sont connues du grand public. Non, lanceur d'alerte, potentiellement, c'est tout le monde en réalité. C'est le quotidien et des choses qu'on peut voir dans notre vie de tous les jours, etc. C'est pas nécessairement des scandales à plusieurs millions. C'est bien de montrer les différentes échelles parce que c'est vrai, ce qui est public, c'est les plus grosses affaires, les plus gros scandales et pas celles du quotidien, les dysfonctionnements, les pratiques illégales du quotidien. En 10 ans, la protection des lanceurs d'alerte s'est considérablement améliorée avec l'adoption de différentes lois. Vous avez parlé de celles de 2016 et de 2022. Quel bilan faites-vous? Et puis surtout, est-ce qu'il faudrait adopter de nouvelles mesures pour continuer à renforcer le régime de protection des lanceurs d'alerte? La loi s'est effectivement améliorée en 2022. Bon, on peut dire que déjà 2016, c'est une étape importante. On a une première définition générale du lanceur d'alerte et un régime de protection qui est associé. Mais il est vrai que le premier texte comportait des lacunes et que la loi du 21 mars 2022 les a assez largement corrigées. Notamment, cette loi, je crois que son principal apport, a supprimé l'obligation qui existait avant pour les alertes dites professionnelles de passer par un canal interne, donc par l'alerte interne, la saisine de l'employeur ou du canal interne de l'entreprise ou de l'administration, avant de saisir une autorité externe. Aujourd'hui, le lanceur d'alerte a le choix, qu'il soit en entreprise ou pas, il peut, en première intention, c'est-à-dire sans avoir effectué aucune autre démarche, choisir de saisir une autorité externe. Et ça, c'est très important. L'objectif étant de donner confiance aussi aux lanceurs d'alerte au moment de leur démarche de signalement. Confiance pour eux dans le fait qu'ils ne prennent pas trop de risques en termes de représailles. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, la loi de 2022 a élargi la définition du lanceur d'alerte, notamment en faisant référence à toutes les atteintes à l'intérêt général et pas seulement les atteintes graves, en supprimant l'obligation de désintéressement. Donc un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui la définition est plus large. Cette loi a posé le principe de l'irresponsabilité civile, elle a élargi le champ de l'irresponsabilité pénale. Donc on a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place. Dernier auquel je pense, parce que c'est quelque chose qui commence à être un peu utilisé devant les juridictions, la loi a créé un mécanisme de provision pour frais de justice. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte peut, devant le juge, lui demander en cours de procès de lui accorder une certaine somme d'argent pour pouvoir faire face à ses frais de justice. Et dans un cas très récent que j'ai en tête, un lanceur d'alerte a obtenu une provision de 16 000 €
pour faire face à ces frais de justice au cours du procès. Sachant que, et c'est une des particularités du dispositif, le juge a la possibilité de donner cette somme de manière définitive, quelle que soit finalement l'issue du procès. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Mais pour en bénéficier, encore faut-il la demander. Donc voilà, on a un ensemble quand même de dispositifs qui existent, qui ont été renforcés. Après, ça fait partie du rôle de mon institution que de vouloir améliorer encore la législation. Et je crois qu'effectivement, il y a toujours des failles dans le dispositif et que la protection des lanceurs d'alerte pourrait être meilleure demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Première chose, et là on n'a pas besoin de changer la loi pour faire évoluer les choses, le statut, la législation sont encore très largement méconnus. Aujourd'hui, trop peu de personnes sont informées de l'existence d'un droit qui protège les auteurs de signalements dans le milieu professionnel et hors milieu professionnel. Et ça, c'est la première chose que demande finalement le défenseur des droits, c'est que le gouvernement, les pouvoirs publics communiquent ou bien octroient des financements pour que les institutions communiquent sur l'existence de ce statut du lanceur d'alerte et des protections qui sont liées. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si on ne connaît pas la loi, on ne mobilise pas la loi. Donc même les personnes, moi je suis étonnée parfois de voir que certaines personnes se revendiquent publiquement lanceurs d'alerte. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le statut du lanceur d'alerte et donc qui ne vont pas mobiliser la loi alors qu'elle pourrait leur être utile. Donc ça fait partie des éléments importants qu'il conviendrait d'améliorer. Autre chose, je crois que la définition du lanceur d'alerte pourrait également être améliorée, notamment sur 2 points. On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il ne faudrait pas continuer à exclure le champ de la défense nationale, mais prévoir un dispositif ad hoc permettant de lancer l'alerte dans ce domaine. Par ailleurs, le défenseur des droits regrette que les personnes morales soient exclues de la définition des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on doit être un individu pour pouvoir être qualifié de lanceur d'alerte, et les personnes morales comme les associations ne peuvent être protégées que si elles accompagnent un individu. La loi parle de facilitateur. Mais on s'aperçoit, et notamment je pense au domaine de l'environnement, qu'il est parfois plus simple pour une association que pour un individu de lancer l'alerte. Et qu'en réalité, si on ne protège pas les associations, eh bien, on n'aura pas de lanceur d'alerte dans ces secteurs. Je dis le domaine de l'environnement parce que le domaine de l'environnement, c'est un domaine qui exige un peu de technicité et que les associations sont parfois mieux à même de documenter certains éléments. Et puis tout simplement parce que parfois, il n'est aucun lanceur d'alerte qui soit en capacité, sans prendre trop de risques, personnels notamment, de lancer une alerte dans un certain domaine. Et dans ces cas-là, c'est à l'association de prendre le relais. Mais les associations, elles, prennent également un risque lorsqu'elles lancent des alertes et elles peuvent, elles aussi, subir des représailles. Je pense par exemple à une suppression de subventions qui peut être un moyen de punir, si vous voulez, une association qui aurait lancé une alerte. Donc elles ont besoin d'être protégées. Autre piste d'amélioration qui me semble importante, c'est celle de l'accompagnement financier et psychologique du lanceur d'alerte. Jusqu'à 2022, la loi ne prévoyait rien du tout. En 2022, le législateur a prévu que le lanceur d'alerte pourrait être accompagné psychologiquement et financièrement par les autorités qui sont compétentes pour traiter les alertes, les autorités externes, les fameuses 41 exactement autorités. Cependant, la loi n'est pas allée très loin, elle a simplement prévu cette possibilité, on n'a aucun dispositif qui a été mis en place pour organiser précisément cet accompagnement, et surtout, aucune des autorités, nous le défenseur des droits, nous sommes nous-mêmes une autorité externe et nous travaillons avec toutes les autorités externes, donc je parle en connaissance de cause, aucune de ces autorités n'a été dotée d'un budget qui lui permettrait de répondre à la demande de soutien psychologique et financier des lanceurs d'alerte. Je crois que c'est important de travailler sur ce point parce qu'il y a un besoin qui est réel, qui est effectif. Vous le disiez tout à l'heure, lancer l'alerte, c'est un acte très courageux. Et donc c'est un acte qui n'est pas facile à entreprendre. Et donc on se pose beaucoup de questions, ce qui peut être très lourd sur le plan psychologique. Quand ensuite on est victime de représailles, eh bien là aussi, psychologiquement, il faut encaisser, c'est très très dur. Donc les lanceurs d'alerte ont besoin d'être accompagnés sur le plan psychologique. Et puis sur le plan financier, quand on sait que la plupart des représailles se traduisent sur le plan professionnel par un licenciement ou des sanctions qui vont avoir des conséquences sur la carrière, soit une perte de rémunération, eh bien on comprend tout à fait que les lanceurs d'alerte aient besoin d'être accompagnés également sur le plan financier, au moins le temps de pouvoir obtenir gain de cause devant les juridictions.
Et là, la loi n'est pas du tout allée assez loin. Le défenseur des droits a une série d'autres recommandations qui ont une portée peut-être moindre, mais qui sont tout aussi importantes, je crois. Toutes ces recommandations, nous les avons, alors nous en aurons d'autres, mais nous avons déjà fait un premier point dans un rapport que nous avons publié en septembre 2024, un rapport bisannuel sur les 2 ans 2022-2023 de protection des lanceurs d'alerte en France. Les personnes qui souhaitent en savoir plus, vous aurez les références de ce rapport, mais aussi du guide des lanceurs d'alerte dans la description de l'épisode et sur le site internet du podcast. Donc vous pourrez vous rendre, les avoir directement, et bien sûr en consultant le site internet du Défenseur des droits. Merci beaucoup de nous avoir donné cette vision globale du travail du Défenseur des droits et de tout ce qui est mis en place pour protéger les lanceurs d'alerte. J'ai une dernière question. C'est plutôt, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui vous semble crucial de dire pour terminer cet épisode? Juste si j'avais un mot à ajouter, il serait évidemment pour les lanceurs d'alerte, pour les remercier de ce qu'ils ont le courage de faire et pour leur dire que nous essayons de les accompagner au mieux et surtout que nous essayons avec eux d'aller au bout de leur démarche et de les rétablir dans leurs droits parce qu'ils le méritent. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.